Bonjour à toutes et à tous. Donc, conférence de presse avec Didier Deschamps. Comme d'habitude, vous me faites signe. On passe le micro. Vous donnez votre prénom, votre nom, votre média. Posez votre question à Didier qui y répond. On va commencer là-bas. Bonjour Didier. Bertrand Latour, la chaîne L'Équipe. Il y a un certain nombre de forfaits depuis l'annonce de votre liste, notamment le défenseur d'Arsenal William Saliba, qu'on a pu voir plutôt bon d'ailleurs sur la pelouse contre Manchester City. Quelles sont les raisons de son forfait? Il a un souci chronique et qui déjà il l'avait un petit peu le mois dernier avec nous et ça va pas en s'arrangeant, même si ça l'a pas empêché de jouer, mais il a des soins spécifiques à faire pour lui permettre d'enlever cette douleur importante qu'il a, donc pour avoir échangé avec lui, post-liste bien évidemment. Voilà, j'ai pris la décision qui allait dans son sens aussi voilà, il peut jouer il a joué en n'étant pas à 100% et sous certaines conditions bien évidemment, mais l'option de pouvoir avoir ses soins spécifiques cette semaine doivent lui permettre d'enrayer ce problème qui date depuis plusieurs semaines, plusieurs mois. Oui, bonjour Didier. Bonjour. François Verdenel, L'Équipe. À la fin du dernier stage, après l'Allemagne, vous aviez évoqué le cas de Paul Pogba. La contre-expertise s'est révélée positive également. Vous aviez dit que vous alliez échanger avec lui, et de savoir si vous aviez pris de ses nouvelles, et si vous, comme le Massimo Allegri, vous parliez désormais de lui au passé. Je ne pense pas pour avoir entendu Allegri qui parle au passé. Il est surtout, comme je le suis moi aussi, très triste pour Paul, ce qui lui arrive. Bon, c'est vrai qu'il lui tombe beaucoup de choses sur la tête ces derniers temps et il se retrouve dans une situation bien évidemment compliquée où il va se défendre, il aura besoin de se défendre, mais ça rentre dans une longue procédure. Donc aujourd'hui, elle a commencé depuis un bon moment avec l'expertise de l'échantillon B, et évidemment la relation importante que j'ai avec Paul et le fait de soutenir les joueurs lorsqu'ils sont en difficulté. Oui, je suis attristé. Après, je ne sais pas de quoi sera fait demain, après-demain, le temps que ça prendra, mais forcément, c'est triste pour lui, tout ce qui lui arrive. Bonjour Didier, Baptiste Després, Le Figaro. Justement, rebond à cette question sur Paul. Pour toi, sa carrière en équipe de France est-elle terminée? Et deuxième question, autour de la hiérarchie devant au poste de numéro 9, entre Olivier, entre Randall, Marcus. Est-ce que pour toi, il y a une hiérarchie à ce niveau-là? Et puis, comment tu fais un petit peu tes choix par rapport à ces trois-là, au profil complètement différent? Merci. La première question, je ne peux pas y répondre. Je ne vais pas avoir de position catégorique ou radicale. Je ne sais pas de quoi sera fait son avenir. Évidemment, ça va prendre du temps, donc même si ça fait un petit moment qu'il n'est plus avec nous, voilà, c'est mis entre parenthèses. J'espère pour lui qu'il retrouvera le sourire, la pleine possession de ses manières et qu'il puisse retrouver le terrain, mais ça prendra certainement un certain temps. Par rapport, moi, hiérarchie, la hiérarchie de septembre, d'octobre, de novembre, de mars, de juin, elle est évolutive. Voilà, c'est pas parce qu'il y en a un, vous citez les trois joueurs, un qui va marquer 3 buts, l'autre qui marque pas, donc c'est celui qui marque 3 buts qui va devenir numéro 1, mais c'est plus dans la réflexion par rapport au profil des joueurs, même si ça n'empêche pas de continuer à être performant. Olivier, il a quand même 37 ans aussi, et ça amène son entraîneur en club à le gérer. Les entraîneurs, comme les sélectionneurs, ils peuvent gérer les joueurs de manière différente parce qu'il y a de la concurrence, mais là, il a un temps de jeu où il joue, mais bon, forcément,
il joue peu de matchs entiers, et il peut certains matchs être mis au repos, rentrer une demi-heure. Après, dans le choix, c'est plus le profil et par rapport à l'adversaire, le type de match auquel on peut être confronté, parce qu'ils sont pas. Enfin, Olivier avec Marcus, bon, profil qui se rapproche un petit peu. Colo a un profil un peu différent. Donc évidemment, c'est toujours dans l'optique d'être plus dangereux pour l'adversaire par rapport à un scénario, une situation et l'adversaire qu'on a rencontré. Si on a un adversaire forcément bloc très bas dans la surface, ça peut amener un choix différent de ma part. S'il y a un peu plus d'espace, forcément, ça peut amener un autre choix. Bonjour Didier, Alexandre Carré pour Beansport. Je finis juste avec, allez-y. Malgré tout, voilà, il y en a un qui commence au moins. Ça laisse des options très intéressantes aussi en cours de match. Peu importe celui qui commence, celui qui rentre, il peut bénéficier aussi du travail de celui qui a commencé le match. Pardon. Bonjour Didier, je disais Oui. donc Alexandre Carré, Beansport. Kingsley Coman a signé un doublé ce week-end avec le Bayern. Il est régulièrement décisif avec son équipe en club. Qu'est-ce qui lui manque selon vous pour l'être autant avec les Bleus et pour s'installer dans la peau d'un titulaire régulier? Il y en a qui peuvent dire avec son club, il n'a pas été toujours. Là, il vient très bien juste avant le rassemblement de mettre de but. J'ai eu des questions là-dessus parce que le fait de l'associer avec Ousmane et avec une efficacité qui n'est pas suffisamment importante, même si Kingsley, depuis pas mal de temps, reste un joueur relativement efficace. Il manque rien, puisqu'il est là depuis de longues années, même s'il a été absent pour certaines compétitions parce qu'il a eu des blessures, mais s'il est là, c'est qu'il est en capacité d'être un titulaire. Mais évidemment, vous l'avez remarqué, je pense que dans le secteur offensif, entre ceux qui sont là et ceux qui pourraient y être, il y a le choix. Et le choix dans, évidemment, la qualité. Donc il y a de la concurrence qui est importante. Mais là, c'est pareil, entre celui qui peut commencer, celui qui peut rentrer. Je ne vais pas me plaindre d'avoir ces options-là et qui sont très intéressantes, surtout par rapport aux adversaires. Si vous prenez plus ou moins du poste par poste, si vous avez l'adversaire qui a commencé le match avec Kingsley ou avec Ousmane et que la dernière demi-heure, il y a l'un ou l'autre qui le remplace, le danger, il est toujours aussi important, élevé, mais il y a un peu plus de fraîcheur par rapport aux joueurs qui rentrent. Bonjour Didier, Jeannot Seguier d'RMC Sport. Kylian Mbappé vient de vivre une semaine un peu compliquée. Ses plus mauvaises stats mercredi depuis qu'il est à Paris. Très maladroit hier soir face à Rennes de façon surprenante même. Dembélé dit qu'il est fatigué par rapport à l'enchaînement de matchs. Est-ce que toi ça te surprend de le voir dans cette situation-là? Et en quoi le fait qu'il soit en équipe de France de retour, comme par le passé ça avait été le cas pour certains joueurs, ça peut le régénérer? Alors je ne vais pas parler des commentaires d'Ousmane. Voilà, je parlerai à Kylian. Il n'est pas dans une période d'efficacité où il a été très très souvent. Donc forcément, comme pour un joueur comme lui, ça se voit encore un peu plus. Après, très maladroit, bon, il aurait pu, oui, il le sait bien, sur l'occasion qu'il a hier, mais à travers le match d'hier, surtout la deuxième mi-temps, où il était beaucoup plus disponible, mobile, répétition des efforts. Après, on ne va pas refaire l'historique. Certainement que tout ce qu'il a eu durant cet été amène forcément, même si il est en pleine possession de ses moyens, même si bon, il y a eu sa petite blessure à la cheville aussi, il a le droit lui aussi d'avoir dans ces cadences de matchs infernales où il y a des matchs tous les 3 jours, des semaines à 3 matchs, une période où il est un peu moins bien et un peu moins efficace.
Il a le sourire, il est heureux d'être là, il sait très bien qu'il a un rôle important avec l'équipe de France. Ça serait très bien s'il retrouve son efficacité avec nous, oui, bien évidemment. Bonjour Didier, Louis Vix, Infosport Plus, Canal Plus. Parmi les joueurs que vous avez rappelés pour pallier les forfaits, il y a Jean-Claire Todibo, qui a un parcours atypique, qui a connu un certain nombre d'échecs pour commencer. Quel regard vous portez aujourd'hui sur le joueur qu'il est en train de devenir? C'est l'un des rares qui ne joue pas dans un club qui joue la Ligue des Champions, une compétition européenne. On sait que ça peut compter. Oui, ça peut compter. Mais plus généralement... Moi, j'ai jamais dit ça. Non, jamais. La preuve, autrement je ne l'aurais pas appelé. Et sa première sélection face à l'Allemagne, où il y a une relance qui amène notamment le but de Sané, mais ça fait partie de l'apprentissage. Mais... Oui, on dira ça. Votre avis sur Jean-Claire? Après, ils ont tous des parcours plus ou moins différents forcément, atypiques pour certains, oui. Après, ce qu'il est capable de faire avec son club déjà la saison dernière, cette saison, et vous parliez du match en Allemagne où bon, c'était sa première sélection, évidemment, il sait très bien qu'il a commis une erreur, mais au niveau international, il n'y a pas de marge de manœuvre, mais c'est surtout aussi après ce qu'il a pu réaliser 4 jours après, en étant au parc, et puis les matchs qu'il enchaîne avec Nice. C'est encore un jeune joueur, mais qui a tout le potentiel pour être au haut niveau. L'apprentissage, oui. Après, évidemment, dans un championnat national, je ne vais pas dire en Ligue 1, parce qu'après, on va dire que je tape sur la Ligue 1, un championnat national, mais cette erreur de relance peut-être ne pas amener à un but. Et quand il y a la qualité en face, au niveau international, ça peut être préjudiciable. Donc, mais bon, c'est pas pour ça que je vais lui jeter la pierre, bien au contraire. Ça passe par là. Et quand on est défenseur, forcément, s'il y a une erreur et que ça coûte un but, on a une responsabilité. Mais il a bien réagi après, dans ce que je le vois faire avec nous à travers les séances et évidemment dans la vie de groupe aussi. M'a fait le rappeler, même s'il n'était pas dans la liste initiale, il aurait pu y être. Donc, il continue sa progression à travers ce qu'il fait avec son club, l'OGC Nice. Bonjour Didier, Julien Froment, Radio France. Vous avez appelé Malo Gusto pour suppléer l'absence d'Upamecano. Qu'est-ce qui vous plaît Non. Non, c'est pas pour... Si je prends Malo Gusto à la place d'Upamecano... Numériquement, je parle pas de numériquement. Bon, ouais, si on va dire ça. Disons Koundé, ça serait plus juste. Voilà, tout à fait. C'est pas grave, tout le monde peut se tromper, même vous. Moi le premier. Moi le premier. Qu'est-ce qui vous plaît dans le profil de Malo Gusto, justement? Merci. Mais très jeune joueur, voilà, mais avec cette capacité de jouer à ce poste-là. Il a joué comme joueur de couloir, il joue comme latéral aussi. Bon, il est déjà à Lyon, il avait fait voir de belles choses. Bon, il est à Chelsea avec une concurrence qui est plus importante, même si il a eu à jouer certainement parce que le titulaire était blessé, mais c'est un profil intéressant qui a besoin encore évidemment de progression, d'amélioration, avec une bonne capacité offensive. Il sait très bien que sur l'aspect défensif, il y a certainement des améliorations à avoir, qui compensent aussi parce qu'il est très rapide, donc il récupère pas mal de coups, mais on se retrouve avec un joueur très jeune qui est déjà à Chelsea. Alors, même si Chelsea n'est pas dans les 4 premiers de la Première Ligue, mais avec un effectif très important, donc de la concurrence, mais un bon potentiel qui laisse augurer aussi une progression dans les semaines, les mois, les années à venir. Bonjour Didier, Marc Méchenois pour Le Parisien. Pour poursuivre la question de mon confrère, vous venez d'appeler 2 latéraux droits qui sont leur poste, c'est pas un poste hybride pour ces 2 joueurs. Est-ce qu'il y avait une vraie volonté de votre part d'avoir des spécialistes du poste pour ce rassemblement? Et puis on passe en fait aussi de 2 joueurs qui étaient
défenseurs capables de jouer à droite à 2 latéraux droits qui sont très offensifs. Pourquoi avoir... Il y a un gap quand même entre les 2 dernières sélections à ce poste, non? C'est la blessure de Jules. Si Jules ne s'était pas blessé hier, il serait là. Après, je fais des choix par rapport aux joueurs que j'estime pouvoir remplir, être performants dans ce registre-là. Alors que ce soit Jonathan Klaus ou Malo Gusto, oui, il joue régulièrement, même si Jonathan a eu à jouer à gauche aussi, mais il joue régulièrement à ce poste-là, plutôt à 4. Mais c'est pas pour autant que, en ce qui concerne Jules ou même Benjamin Pavard, je ne vais pas renier ou revenir sur ce que j'ai dit. Après, c'est la situation qui fait mais c'est des profils différents par rapport à Jules et à Benjamin. De métier, c'est quoi de métier? Ils ont tous le même métier. Non, mais qui jouent tout le temps à ce poste de latéral droit. Et ça apporte quoi pour vous? Je ne sais pas, c'est pas à moi de répondre à cette question, c'est moi qui vous pose la question. Ah, d'accord. Mais ils sont tous de métier. Pourquoi Jules Koundé et Benjamin Pavard ne sont pas de métier? Ils ont eu à y jouer. Formation, oui. Jonathan, il n'a pas été formé arrière latéral. Il a été formé comme joueur de couloir, parce que pendant des années, voilà. Et Malo aussi. Donc on ne peut pas parler vraiment de métier, mais c'est des joueurs qui peuvent évoluer à ce poste-là, qui évoluent, mais avec des profils différents par rapport à Jules et à Benjamin, qui étaient au départ des défenseurs centraux, ce qui n'a pas empêché à Benjamin d'avoir fait ce qu'il a fait. On ne va pas revenir des années en arrière, ou même le match qu'on a joué en Irlande quand même, c'est pas si loin que ça, quoi. Et puis Jules, parce que je le connais par rapport à ce qu'il a fait à nous, mais là, la situation fait que voilà, des joueurs formés comme latéraux, il y en a malheureusement pas beaucoup. Et quand je parle avec Titi, Henri, pas facile à trouver des fois, il faut aller chercher, mais bon, c'est certainement une piste d'amélioration dans la formation, parce que c'est souvent, je l'ai déjà dit, je vais me répéter, des joueurs qui jouent plus haut et qu'on fait reculer parce que, différentes raisons, parce qu'ils ne passent pas peut-être offensivement, on les fait reculer. Il y a toujours eu la possibilité, je ne vais pas vous en citer parce qu'il faudrait remonter encore un petit peu en arrière, mais des défenseurs centraux qui peuvent jouer latéraux, comme ça a été notre cas en 2018 avec Lucas Hernandez, qui peut jouer les 2 postes, qui est un peu, pour reprendre la formule hybride, voilà, et dans son club, entre sortir à 3, être à 4, voilà, il a cette capacité. Est-ce qu'il est meilleur arrière gauche qu'arrière central? Ça dépend de l'organisation de l'adversaire aussi, mais cette polyvalence, moi j'appelle plus ça cette polyvalence, est intéressante. On va rester sur l'arrière droit. Allez. Non, elle est gentille. Au moment de la liste, il y avait donc Koundé et Jonathan Klaus. Koundé n'est plus là. Est-ce que de fait, la place de titulaire revient forcément à Jonathan Klaus à Amsterdam? Je l'attendais celle-là. Ben, vous verrez bien vendredi ou jeudi peut-être. Jules ne sera pas là. Donc il y en aura un autre à choisir parmi les 2 ou 3 qui peuvent jouer à ce poste-là. Ils sont 3 à pouvoir jouer à ce poste-là. Dans l'absolu, oui. Comme Lucas peut jouer à gauche et dans l'axe. Comme ça a été le cas lors du dernier rassemblement. Didier, cette semaine, semaine dernière, on a appris que la Coupe du Monde de 2030, tu seras peut-être plus sélectionneur, tu le seras peut-être encore, je serai peut-être plus là non plus, mais qu'est-ce que ça te fait de voir une Coupe du déjà, Monde? Tu m'as viré. Non, je sais pas. Tu seras peut-être là, tu seras peut-être pas là. Quoi, moi, je serai peut-être à la retraite. 2023, 7 ans, ça vient vite, Jeannot. Oui, ça vient vite, effectivement. Ouais. 2030, ça t'inspire quoi, une Coupe du Monde sur 3 continents différents? Je vais faire une Gareth Southgate. Écoutez,
au-delà du fait que bon, c'est quelque chose qui a une tendance à vouloir évidemment avoir une organisation sur plusieurs pays, bon là il y a quand même la particularité d'avoir ces 3 matchs sur le continent sud-américain. Alors je ne sais pas les 3 équipes qui vont être concernées par ces 3 matchs, ça veut dire que les 3 équipes sud-américaines vont avoir un match chez elles, à domicile. Déjà, c'est un avantage. Et puis, les 3 autres, elles devront se déplacer, puis se redéplacer. Donc, bon, après, je ne sais pas qui prend les décisions, mais je ne vous cache pas que, voilà, moi, j'aime bien les choses un peu beaucoup cohérentes. Forcément, sur un plan que sportif et de l'éthique, là, je pense qu'on n'y est pas trop, quoi. Bonjour Didier, Olivier Levrault pour l'AFP. Je vais revenir sur la défense. Il y a eu beaucoup de changements, comme on l'a dit. Est-ce que ça peut être préjudiciable d'avoir beaucoup de changements sur un secteur qui nécessite justement de la stabilité pour éviter les erreurs comme on a pu voir sur des matchs précédents? C'est les impondérables, les aléas. Comme souvent, quand il y a des problèmes ou des forfaits qui s'additionnent, c'est souvent dans le même secteur. Là, c'est le cas. Donc, non, c'est pas l'idéal, puisque je préfère avoir tout le monde à disposition avec des automatismes, des repères. Ça sera moins le cas là, mais ça laisse aussi l'opportunité de voir d'autres joueurs. Mais forcément, dans un monde idéal, je préfère avoir tout le monde disponible et ceux qui ont l'habitude d'être là. Mais avec aujourd'hui... voilà, l'intensité qu'il y a dans tous les matchs et des calendriers qui deviennent, c'est des semaines à 3 matchs qui se répètent. Il n'y a pas un match où on va leur dire non, mais là, il faut gagner, il faut gagner, il faut gagner. Ce n'est pas spécifique aux joueurs français, hein, puisqu'il y a beaucoup de joueurs blessés, certainement plus aussi, liés à des plages de récupération qui sont de plus en plus courtes. Donc, malheureusement, on arrive à avoir beaucoup de joueurs qui ont des problèmes de santé. Bonjour Didier, ici, en haut, Henri Ignacia, Canal+, Infosport+. Une petite question sur Jonathan Klaus. Ses premières venues avaient été, en tous les cas, un aboutissement pour lui. Il y a eu la frustration de ne pas participer à la Coupe du Monde. Frustration, oui, je pense que c'est un peu plus de son côté, oui, mais c'est normal. Et ce retour, est-ce que vous le sentez avec... c'est rare d'avoir, entre guillemets, une deuxième chance. Est-ce que vous le sentez, entre guillemets, encore il a la banane, hein, il a le sourire. On a déjà discuté un petit peu, tranquillement. Donc, non, il n'y a pas... c'est pas deuxième chance. Il ne joue pas sa vie, là non plus aussi. C'est pas un examen de passage, surtout pas. Voilà, entre ce qu'il faisait avant la Coupe du Monde et ce qu'il fait aujourd'hui, forcément ça change pour lui. Ça ne l'empêche pas d'être performant. Évidemment, cet inconnu au niveau international était pour moi un peu trop importante par rapport à ce que je pouvais attendre. Et s'il y aurait répondu, je n'ai pas les réponses, il n'a pas, lui, sincèrement, au fond de lui, il aurait dit oui. Je ne peux pas lui enlever cette immense déception qu'il a pu avoir, mais il est toujours là, et s'il est de retour aujourd'hui, c'est qu'il le mérite. Bonjour Didier, Julien Laurence d'ESPN. On a parlé tout à l'heure d'Olivier Giroud, le buteur. Il a joué dans les buts ce week-end avec le Milan. Je ne sais pas si vous en avez déjà parlé, si vous avez chambré un petit peu. On a vu Tchouaméni jouer en défense centrale aussi. C'est pas pour les mêmes raisons, bien sûr. Non. Forcément. Parfois, ces changements de position en club, ça vous intéresse? Vous regardez, vous étudiez ça? Pas forcément pour Olivier, c'était plus la blague pour Olivier, non, mais Olivier, plus pour... non. Bon, après les blagues, bon, ça va. C'est pas... mais bon, tant mieux pour lui et pour son club. Mais après, oui, ça peut arriver que moi je le fasse et puis qu'il y en ait d'autres qui le fassent aussi en club. Donc, mais la polyvalence d'un joueur, après, il y a des situations, il faut vraiment... C'est des situations... extrême, comme ça peut arriver. Le cas au Real Madrid où il a 3 défenseurs centraux blessés. Voilà.
Après, entre le positionnement, c'est pas le même poste, mais j'en ai déjà vu aussi, et non des moindres, de jouer milieu axial et pouvoir être en aptitude de jouer des défenseurs centrales ou comme de l'axe sur un côté. C'est des choses qui sont très, très intéressantes. Évidemment, ça ne sera jamais une première option parce que j'ai le choix et la liberté, mais comme nous avons été confrontés pendant la Coupe du Monde avec la blessure de Lucas et de Théo, c'était une bonne chose d'avoir deux options, c'est bien. Quand on en a trois, c'est encore mieux. Et là, malgré tout, dans cette composition de liste, j'ai trois options à chaque poste défensif, quoi. Donc, on ne sait jamais ce qui peut se passer, quoi. Petite question sur les frères Hernandez qui vont s'affronter pour la première fois dans 15 jours entre le PSG et le Milan AC. Ils ont l'habitude d'évoluer désormais ensemble en bleu, mais est-ce que vous les avez entendu parler déjà de cette confrontation ou pas du loin, tout Il y a Pays-Bas et Écosse, ils savent très bien depuis qu'il y a eu le tirage au sort qu'ils auront ce moment-là. Je pense que ça sera mis en lumière médiatique. Après eux, voilà, c'est pas. De toute façon, ils seront à l'opposé. Donc, même si Théo, des fois, avec le Milan, ça lui arrive d'être du côté droit, mais bon. Non, c'est une particularité, mais voilà, c'est plus le lien familial qu'ils ont et déjà de porter ce même maillot de l'équipe de France. Après, en étant deux clubs différents en Champions League, ça, voilà. Au mois d'octobre, le 25, je crois, ils se croiseront sur la pelouse. Oui, Didier, dimanche, vous serez à Lille. Vous allez directement depuis Amsterdam. Est-ce que vous avez prévu d'aller soutenir, comme la dernière fois, lors du dernier rassemblement, vos collègues du rugby? Est-ce que vous allez faire Non, il quelque chose? Non, il n'y a rien de prévu. C'est loin, hein, Lille, Paris. Et puis on a un match le mardi. Donc je sais qu'il y a. Je le savais déjà depuis le match d'ouverture qu'il y avait ce possible quart de finale le dimanche. On sera à fond derrière le 15 de France, bien évidemment. Après, concrétiser ça, je dis pas non, mais c'est pas l'idéal quand même, quoi. Donc, pour le moment, on va penser. Qui, moi? Oui. Non, moi non. Je travaillerai sur le match de mardi, quoi. Non, mais autant l'autre fois, parce qu'il y avait suffisamment de jours entre le premier match et le deuxième, et j'avais accordé un petit peu de détente, là, les deux matchs, et on se retrouve à J-2 du match contre l'Écosse, quoi. Donc, c'est pas la même configuration, quoi. Et on va terminer cette conférence de presse avec Marc Méchenois du Parisien. Une dernière question sur Jonathan Klaus. Est-ce qu'entre le moment de sa non-sélection pour la Coupe du Monde et son rappel aujourd'hui en équipe de France, vous aviez maintenu le contact avec lui? Et qu'est-ce que vous vous êtes dit récemment dans les grandes lignes? Là, vous n'allez pas avoir une réponse de ma part. Contact, oui. Après, oui, je peux avoir des discussions avec eux. Évidemment, quand ils sont là, c'est toujours mieux parce que c'est en tête à tête, donc physiquement présent, donc c'est mieux, mais c'est pas parce que les joueurs ils peuvent venir, après ça dépend, hein, que le nombre de sélections, je ne fais pas dire que je garde des contacts réguliers avec tous les joueurs qui ont été appelés en équipe de France, mais à partir du moment où ils restent dans des prélistes et que j'estime qu'ils ont toujours un rôle à jouer. Contact, oui, mais c'est surtout suivi qui est important de notre part et de la part de mon staff à travers chaque match qu'ils ont à jouer. Même s'ils ne sont pas sélectionnés, c'est toujours après d'évaluer les performances par rapport à la concurrence.